Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Wells 3.0, l'émission consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptoactifs et à l'innovation. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre. Donc Alexandre, expert, conférencier Bitcoin Web3 et auteur du livre Bitcoin et crypto-monnaie facile. Alexandre, parmi les nombreuses idées reçues qu'on a aujourd'hui sur les cryptoactifs, on entend souvent dire que finalement, les cryptos ne reposent sur rien. Il n'y a aucune proposition de valeur derrière. Et plus largement, finalement, les cryptoactifs, c'est un terme assez générique qui peut englober de nombreux sujets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ça ? Oui, bien sûr. L'erreur qui est faite en fait du point de vue pédagogique, c'est qu'on essaye de comprendre l'utilité de quelque chose avant d'avoir compris le problème qu'on cherchait à résoudre. Et donc effectivement, si on ne comprend pas le problème, on se dit mais ça ne sert à rien ce truc-là. Donc si on fait un pas de recul et qu'on se demande à quoi ça sert, c'est-à-dire quel est le problème qu'on résout avec l'émergence des cryptos, et Bitcoin en particulier, puisque c'est la première crypto qui a été créée en 2008-2009, en fait, il faut regarder ce qui s'est passé vers la fin du XXe siècle entre le numérique et la finance. Ce qui s'est passé, c'est que le numérique a émergé, Internet, et donc toutes les industries se sont appropriées cette nouvelle technologie pour améliorer l'efficience, l'efficacité en règle générale, etc. L'industrie financière aussi, sauf qu'elle s'est heurtée à un problème fondamental d'Internet, qui est que sur Internet, on ne sait pas gérer de la rareté. C'est-à-dire qu'une information qui existe sur Internet, on peut la dupliquer des centaines de milliers de fois, personne ne sait quelle est l'original, et on s'envoie finalement rien du tout. On se crée des copies, par exemple, si j'envoie un email, je ne l'ai pas perdu pour pouvoir l'envoyer. Donc ça, comment on a pallié ce problème-là ? En fait, on a bancarisé tout le monde. C'est souvent un chiffre que je cite, c'est que dans les années 60 en France, il y avait à peine 5 millions de comptes bancaires pour 45 millions d'habitants, donc c'est très peu. Aujourd'hui, la bancarisation est de 99%. Tout le monde a un compte bancaire, c'est même presque obligatoire par la loi d'avoir un compte bancaire pour recevoir son salaire, etc. Et donc, quand on a bancarisé, on a remplacé la possession propre, avoir de l'argent chez soi, dans son bas de laine, sous son matelas, etc., par de la bancarisation et donc finalement des créances. Donc les actifs sont devenus des passifs. On a de l'argent à la banque nous doit de l'argent. Et donc ça peut être un problème pour diverses raisons, soit parce que la banque fait faillite, on ne lui fait pas confiance, on n'a pas envie d'être censuré pour une transaction, etc. Il peut y avoir moult raisons de le faire, qui peuvent aussi être monétaires d'ailleurs, sur la force d'une monnaie. Bitcoin apporte une solution. C'est la première fois techniquement qu'on sait représenter de la valeur en ligne, sans intermédiaire de confiance. Donc concrètement, je peux détenir mon Bitcoin, je peux l'envoyer, je n'ai pas besoin de demander d'autorisation. Et donc la meilleure comparaison qu'on puisse faire, c'est ce qu'Internet a fait à l'information. Bitcoin est en train de le faire à la finance, la décentralisation, la désintermédiation qu'on a connue déjà dans les années 90-2000 sur l'information. Mais du coup, cette innovation technologique, finalement, aussi a découlé sur une innovation d'usage, notamment quand il s'agit de la conservation de ses propres actifs. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, du coup, maintenant, le terme crypto, c'est un peu généralisé, alors qu'en fait, il recouvre des réalités extrêmement différentes. Personne n'aurait idée, par exemple, de faire une analyse généralisée sur les actifs, parce que les actifs, c'est aussi bien des œuvres d'art que de l'immobilier, des actions et des obligations. Pourtant, c'est ce que les gens font sur les cryptos. Ils disent les cryptos comme si c'était un tout homogène. Dans les cryptos, il y a ce fondamental-là qui est l'autoconservation. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on va trouver dans une banque, par exemple, où il y a quelqu'un qui tient un compte bancaire et on lui demande l'autorisation de dépenser ou d'avoir, dans le monde des cryptos, on a l'autoconservation, on le peut posséder soi-même. Et donc c'est ça la vraie différence. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut représenter que du Bitcoin ? Non, on peut représenter des œuvres d'art numériques, c'est les fameux NFT, des obligations, des actions, voire des monnaies fiduciaires, c'est les stablecoins, etc. Donc on peut tout représenter avec ce changement fondamental qui est qu'on peut posséder soi-même. D'ailleurs, on n'est pas forcé de le faire, mais on a cette alternative de pouvoir posséder en propre dans le monde numérique, chose qu'on ne savait pas faire avant. Maintenant, sur Bitcoin en particulier, Bitcoin est vraiment à dissocier du reste des cryptos parce que Bitcoin, parmi les autres cryptos, c'est la seule qui n'a pas de contrepartie, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous représentez une obligation par une crypto, la contrepartie reste un État, par exemple. Si vous représentez une action, il reste une contrepartie. Si la société fait faillite, votre crypto ne vaut plus rien. Bitcoin, c'est un peu plus compliqué que ça dans la mesure où il n'y a pas de contrepartie. Donc quand vous le possédez vraiment. Ce n'est pas une créance envers qui que ce soit. Et donc Bitcoin, en plus de l'innovation, j'allais dire,
technologique, il y a une forme d'innovation, ou en tout cas une proposition d'alternative monétaire. Et là, c'est un débat économique et financier, c'est-à-dire est-ce qu'une monnaie infinie, c'est possible? Est-ce que les politiques publiques comme ci ou comme ça sont possibles? Est-ce que les too big to fail dans les banques, c'est possible? Et donc, il y a une vraie critique du système monétaire et financier qui est portée par Bitcoin comme alternative et qui n'est pas forcément portée, si on a un NFT d'art de tête de singe, on n'est pas forcément un crypto-anarchiste qui a envie de renverser les banques centrales. Oui, tout à fait, donc c'est très clair. Et donc du coup, oui, la proposition ou les caractéristiques, peux-tu me dire un peu les caractéristiques derrière Bitcoin en quelques mots? Alors, il y a les caractéristiques techniques qu'on a vues. Alors, ce serait trop long de toutes les détailler, mais en gros, la finalité est de pouvoir détenir et transférer de la valeur sur Internet sans intermédiaire. Et par sans intermédiaire, on entend en fait de manière incensurable. De la même façon qu'on peut publier un blog sur Internet sans avoir demandé la permission à un média. Et les médias, évidemment, ont été pas mal chamboulés par Internet, puisque d'un seul coup, ils étaient passés de porte d'entrée et de sortie obligatoire à médias parmi les réseaux sociaux. On a la même chose qui se passe. Donc là, on peut transférer, stocker, sans demander à qui que ce soit la permission. Donc ça, c'est la proposition de valeur technique. La proposition de valeur économique, c'est en fait une forme de défiance par rapport au système monétaire actuel. Donc on va retrouver des contraposés. On va retrouver un modèle monétaire fini. Voilà, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Donc ça ressemble beaucoup plus à de l'or, un métal précieux, en tout cas quantité finie, qu'au système monétaire actuel où, par exemple, je dis toujours cet exemple-là, mais pendant la période Covid, la base monétaire a doublé. Pourquoi? Parce qu'il fallait soutenir les économies avec le fameux argent magique, en espérant que on n'ait pas de l'inflation derrière. Bon, là, on rentre sur un débat d'économie, mais en tout cas, le Bitcoin s'oppose à cela et essaye d'être un outil monétaire non manipulable, sain, fini, qu'on ne peut pas inventer et qui n'est pas soumis au pouvoir politique. Après, on n'adhère pas, ça c'est une autre question, mais effectivement, c'est cette proposition de valeur-là qui est alternative. Et ça, cette proposition de valeur-là alternative, en fait, comprendre son utilité va dépendre très largement de la situation dans laquelle on se trouve. Pour un Français bancarisé avec des virements SEPA et des paiements sans contact en 2 secondes à tous les hypermarchés du coin, avoir un modèle monétaire alternatif quand son euro est stable depuis des années, c'est pas forcément la priorité. Mais de plus en plus, que ce soit au Liban, en Argentine, au Zimbabwe, au Nigeria, au Venezuela, etc., ce sont des endroits où l'hyperinflation, parfois simplement la saisie, c'est ce qui s'est passé au Liban, les banques ferment, voilà, vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez pas y accéder. Et donc à chaque fois qu'il y a un événement comme ça dans le monde bancaire qui crée de la défiance, en règle générale, Bitcoin en profite parce que ça crédibilise sa proposition de valeur. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et à bientôt dans un prochain épisode.